Vous regardez l'émission Période d'essai qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fix, qui est l'auteur de Full Corporate Bullshit, grand dictionnaire de l'entreprise. C'est publié chez Guitry et Daniel. Fix, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours qui vous a mené jusqu'à Full Corporate Bullshit? Alors, c'est un parcours un petit peu étrange avec une grosse bifurcation au milieu. Donc moi, aujourd'hui, je suis dessinateur de presse. Et je suis spécialisé sur le dessin humoristique autour du monde de l'entreprise, du monde du travail en général, toujours avec un angle humoristique. Et par contre, je suis complètement autodidacte sur le dessin. Je ne sors pas des beaux-arts ou je ne sais quelle école d'art. J'ai toujours dessiné, mais pour mon plaisir. Moi, j'ai eu une formation très classique, hein, avec des études. Je suis allé en école de gestion, je suis diplômé d'HEC. Et ensuite, pendant 2 ans, j'ai travaillé dans une start-up. Et ensuite, pendant une douzaine d'années, dans un cabinet de conseil parisien. Donc, aller faire du conseil en organisation, conduite de projet autour de grands groupes. Et puis, en 2012, j'ai vrillé. Je suis parti faire du dessin, ce qui était mon rêve de toujours. Et aujourd'hui, j'ai travaillé plus longtemps en tant que dessinateur qu'en tant que consultant ou quoi que ce soit d'autre. Donc, je suis entièrement dessinateur. On est ravis puisqu'on vous reçoit pour ça. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a donné envie de vous intéresser au monde du travail? Alors, sur le monde du travail, quand j'ai décidé de me lancer dans le dessin, je pensais au départ aller faire de la BD historique ou des choses comme ça. Et puis, je me suis rendu compte que l'univers sur lequel j'avais des choses à dire, des choses à raconter parce que je les avais vécues, c'était cet univers de l'entreprise, cet univers du travail. Et je pense que pour bien raconter des choses, il faut les avoir. C'est important de les avoir vécues. Enfin, en tout cas, on les raconte mieux quand on les a vécues dans sa chair, dans ses tripes. Et moi, j'ai été manager, j'ai été managé, j'ai embauché des gens, j'ai été embauché, j'ai licencié des gens, j'ai été licencié aussi. Enfin voilà, j'ai vécu des milliers d'heures de réunions, je pense, écrit des centaines de millions de messages. Enfin voilà, le quotidien du cadre, je le connaissais par cœur. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller raconter des choses là-dessus. Puis, je pense qu'il y avait un petit peu un rôle de catharsis aussi, un peu en sortant. Et alors, le livre, la bande dessinée se présente comme un grand dictionnaire de l'entreprise. Il y a votre expérience qui a joué, mais est-ce que vous pouvez nous parler du travail d'observation, de collecte et finalement de rendu en ce qui concerne le travail? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs couches qui se sont sédimentées. Il y a une première couche qui est effectivement ma propre expérience, mon propre vécu. Et puis il y a aussi tout ce que je capte, on va dire par infusion, quand je vais en entreprise. Puisque aujourd'hui, j'ai une bonne partie de mon activité qui consiste à aller faire du dessin en direct lors de séminaires, lors de formations, lors de conférences, toujours du dessin humoristique. Mais lors de séminaires de stratégie ou de séminaires annuels de telle ou telle unité, etc. Donc je capte à ce moment-là pas mal de choses que je peux réintégrer ensuite dans des dessins. Full Corporate Bullshit, pourquoi ce titre? Ça claquait. Vendeur? Ouais, voilà, moi, ça me plaisait, je trouvais ça marrant. Et, il y a une petite référence à Full Metal Jacket, bien entendu. J'ai essayé de reprendre la police. Voilà, puis ça claquait bien. La bande dessinée, elle fait la part belle au jargon d'entreprise, qui est fait d'anglicismes, de formules creuses, de mots valises aussi, qui veulent tout et rien dire. Qu'est-ce que cette novlangue, elle révèle de notre rapport au travail, selon vous? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle révèle de notre rapport au travail, mais moi, ce qui m'intéressait derrière, c'est... moi, j'ai rassemblé tout ça sous le terme de bullshit, effectivement, qui est une thématique qui revient souvent dans mes bouquins. Et ce qui m'intéressait d'attaquer, c'était le côté, effectivement, des mots vitrines qu'on jette un petit peu partout dans les discours ou dans les présentations PowerPoint, qui font bien, qui brillent de manière très très jolie, qui ont souvent un petit accent californien, et derrière lesquels personne ne sait vraiment ce qu'il y a de précis, qui souvent sont un peu creux, effectivement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller attaquer le sujet de toute cette énergie mise autour de choses assez vides. Ça me paraissait un peu absurde.
Alors, ces mots sont ceux de personnages qui sont récurrents. Est-ce que vous pouvez nous en présenter rapidement quelques-uns? Il y a le manager, le syndicaliste, la communicante. Voilà, est-ce qu'on peut parler un peu de ces personnages-là? Alors, moi, ce que je fais, c'est quand même surtout de l'humour pour cadre, hein. On est dans une entreprise, ça se passe tout dans une entreprise dont l'activité n'est pas identifiée, mais ça n'a aucune importance. On est dans des bureaux, il n'y a pas de côté, on n'est pas face à des clients, on n'est pas face à des machines dans une industrie, etc. Donc c'est de l'humour pour cadre de bureau. Le personnage principal, c'est un cadre intermédiaire, on va dire, un manager intermédiaire. Et après, les autres personnages, il y a le directeur qui est mégalomaniaque, irascible et un petit peu dépassé par l'époque. Il y a le directeur financier qui est un monomaniaque des chiffres et de la réduction de budget. Il y a la directrice marketing qui passe son temps à pipoter n'importe quoi et à changer la couleur des charts. Et il y a le directeur commercial qui, bien entendu, est personnifié par un loup. Pourquoi des animaux? Oh, c'est très pratique. Déjà, les animaux, ils ont toujours un assez bon capital sympathie. Ensuite, c'est facile c'est facile de leur donner des personnalités. Selon l'animal que vous allez choisir, le directeur commercial, c'est un loup, parce qu'on se doute bien qu'il est vorace, agressif, qui va vous tomber dessus au coin du bois. Et troisièmement, ça permet aussi une prise de recul. Tout simplement, on se projette pas trop dans des personnages animaux par rapport à des personnages qui seraient un peu trop proche des situations réelles. Donc ça permet une mise à distance qui, je pense, favorise le type d'humour que j'essaie de pousser. Alors, Fix Full Corporate Bullshit, c'est aussi un grand dictionnaire. Moi, j'ai choisi un des mots, je me permets d'en lire la définition. C'est le mot agile. D'accord. Donc, agile, selon vous, c'est un nom propre devenu commun, de genre flou, mais c'est pas grave vu qu'il est très agile. Et vous définissez le mot agile comme une méthode de travail hyper à la mode dans le domaine des projets informatiques, permettant de stresser tout le monde en remplaçant la gestion de projet pépère à l'ancienne par des sprints, des scrums et des stand-up meetings où l'on colle des post-it sur les murs sans même plus savoir se planquer dans son bureau entre deux réunions, vu qu'il n'y a plus de bureau, mais juste un grand plateau agile, partagé où, pas de chance, votre donneur d'ordre est assis juste derrière vous et peut voir ce que vous faites à l'écran. Vous moquez ici la méthode agile qui est devenue un symbole presque de travail moderne et vous le dites sans qu'on sache vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que cette ironie, elle traduit un ras-le-bol des modes managériaux ou est-ce qu'il faut y voir une critique peut-être un peu plus profonde du rapport à la performance et à l'urgence qu'elles entretiennent? Alors les deux, mon capitaine. Non, alors pour le coup, agile, on voit très bien ce que c'est, et c'est pour le coup une méthode de conduite de projet tout à fait précise. Moi, il se trouve que j'ai vécu un petit peu les deux dans mon passé. J'ai vécu de la conduite de projet effectivement à l'ancienne, où c'était hyper cloisonné, il y avait des silos, et tout le monde s'abritait derrière les parois des silos, et c'était franchement tranquille, quoi. Et par contre, le mode agile, là, ça dépote beaucoup plus et effectivement, on n'est plus du tout dans le même rapport au temps et au projet, hein. Finalement, ça va plus vite, c'est plus simple et c'est aussi plus efficace. Donc pour le coup, c'est une méthode qui, j'ai l'impression, marche plutôt pas mal, qui pour le coup est devenue mainstream. Tout le monde s'est mis à faire de l'agile. Et donc moi, mon rôle en tant qu'humoriste, c'est de venir souligner un petit peu ce qui pêche un petit peu dans cette merveilleuse méthode agile. Et c'est typiquement le fait qu'effectivement, on est dans la vitesse et dans la performance. Il y a moins de gras, on va dire, ce qui est quand même une tendance globale dans les modes de management actuels, effectivement. Fix, j'ai choisi un mot et sa définition. Maintenant, c'est à votre tour. Si vous voulez bien en choisir un pour nous le lire et nous l'expliquer. Alors, j'ai choisi au hasard le mot citation. Alors, la définition, c'est petite citation, petite phrase qui claque bien et qu'on aime glisser dans une conversation ou une présentation pour avoir l'air cultivé, en l'attribuant aléatoirement à lancer un dé. 1. Winston Churchill, 2. Nelson Mandela, 3. Sun Tzu, 4. Napoléon Bonaparte, 5. Steve Jobs, 6. Albert Einstein. Les citations d'Hitler, de Pol Pot, de Staline et d'Elon Musk ont aussi eu leur moment de popularité, mais sont moins à la mode depuis quelque temps. Voilà, et tous les membres toutes les personnes dont on cite le nom sont membres du CPMMQPBSICAA, le club des personnalités mortes mais qui présente bien, source inépuisable de citations apocryphes et approximatives. Super.
On a la liste donc des auteurs de référence La liste officielle. à citer. Et vous pouvez mélanger les citations. Et donc pourquoi cet intérêt sur les Parce que citations? j'en peux plus des citations dans tous les sens, qui sont mises à toutes les sauces et qui souvent sont fausses. Ok. J'ai hâte de savoir ce que mes enfants me feront dire une fois que je serai mort. Peut-être qu'ils citeront full corporate bullshit. Ce serait déjà pas mal. On va rester sur cette question des tendances, puisque vous multipliez les allusions aux grandes tendances de l'entreprise contemporaine. Donc, on va faire un petit jeu, si vous le voulez bien. Je vais vous donner une tendance et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si je vous dis le télétravail. Bien, mais pas trop. La transformation digitale. C'est tellement 2010. Quête de sens. C'est comme la quête du Graal, il n'y a pas de fin. Et est-ce que, question bonus, selon vous, ces notions, elles ont encore une substance ou elles se sont totalement vidées? Non, je pense que ça a toujours du sens. Le télétravail, c'est une problématique parfaitement actuelle pour toutes les entreprises. On est en train d'assister à un retour de balancier. Les gens commencent à être ramenés au bureau, en quelque sorte. Il y a sans doute une histoire d'équilibre à trouver. Transformation digitale, c'est un truc qui est derrière nous, hein, déjà, je pense, en grande partie. La quête de sens, par contre, ça, moi, je pense que c'est pas une question liée au monde du travail. Pas que. C'est une quête c'est une question qui reste absolument, qui doit être absolument centrale et qui reste centrale. Alors, il y a plusieurs définitions qui pointent la vacuité de certains mots-clés du management. Je pense à synergie. Est-ce qu'on peut s'attarder dessus? Synergie, ouais, je sais pas. Pour moi, c'est un mot qui fleure bon les années 80, quoi. Enfin, où on faisait des fusions d'entreprises en espérant qu'il y aurait des synergies qui s'en dégageraient. Et puis on s'apercevait bizarrement que finalement, non, pas vraiment. Donc, ouais. Non, synergie, j'ai pas. Enfin, c'est pour le coup, pour moi, c'est un mot valise, oui, effectivement. Collaboratif. Un mot à la mode. Ouais, on mettait du co partout à un moment. On continue. C'est vrai que oui, quand on se frotte les uns aux autres, ça peut produire des aspects positifs. Oui. Et transformation. Alors ça, c'est un truc qui me fascine et qui a été théorisé d'ailleurs. Hein. C'est la transformation perpétuelle. C'est le fait qu'il y a pas mal d'entreprises maintenant qui commencent à se dire, en fait, pour être sûr qu'on ne va pas sombrer dans la sédimentation, dans l'entropie et dans l'inertie, il faut qu'on soit en transformation perpétuelle, donc qu'on secoue la bouteille d'orangina en permanence, parce que la pulpe, elle a vraiment trop tendance à se déposer au fond. Donc c'est pas évident la transformation perpétuelle, c'est épuisant, et en même temps c'est peut-être incontournable, je ne sais pas. Est-ce que ces mots, selon vous, ils n'agissent pas comme des masques qui sont destinés à cacher un peu un malaise organisationnel dont on parle beaucoup ces derniers temps à travers le bien-être, la quête de sens? Alors peut-être, oui, il y a une part de bullshit dans les discours, de management. Effectivement, je suis pas certain, très honnêtement, qu'il y ait plus de malaise au travail aujourd'hui qu'auparavant. Je pense que les gens sont situés dans des situations souvent quand même assez confortables qui peuvent se permettre de se poser la question du sens de leur boulot, etc. Alors qu'auparavant, on était quand même plus dans une relation, on va dire, transactionnelle par rapport à son travail. Mais je trouve que c'est plutôt sain de se poser la question de qu'est-ce que je fous là. Le dessin, parce que c'est un dictionnaire, mais un dictionnaire illustré. Ouais. Voilà, quels ont été les choix esthétiques qui vous ont guidé dans le dessin avec ce sujet de grand dictionnaire de l'entreprise? Alors, quand je fais des dessins, et notamment des dessins pour un exercice tel que ce dictionnaire, j'ai un impératif qui est la concision. Donc c'est vraiment du dessin de presse, et il faut arriver à raconter quelque chose, et à raconter quelque chose qui soit à la fois drôle et un peu juste, qui dise quelque chose de vrai en un dessin. Donc il y a cette exigence-là qui fait que c'est souvent quand même assez simple comme dessin. Moi, c'est ce que j'aime. Et je pense que de toute façon, on est de plus en plus habitué à ce genre de représentation, à ce genre de message. Même les histoires
je sais pas, le Gaston Lagaffe en 8 ou 10 cases, je trouve qu'on a plus de mal à les lire aujourd'hui qu'il y a quelques années. On est habitué aujourd'hui à des formats qui sont des formats courts, des formats percutants, et on a du coup cette exigence d'un dessin immédiatement performant. Et vous, en tant que dessinateur-auteur, comment est-ce que vous vivez cette injonction au format court? Est-ce qu'elle vous convient ou est-ce qu'on s'y plie finalement pour des exigences éditoriales, par exemple? Elle me convient parfaitement. Moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que je recherche. Je pense que la concision est une grande qualité en dessin, comme en musique, comme en littérature, et sans doute en management aussi. Alors, vous faites du dessin de presse. Qu'est-ce qui diffère entre la création dans le cadre d'une activité liée à la presse et d'un travail là, comme Full Corporate Bullshit, où vous êtes un auteur face à son ouvrage Alors, en vérité, pour mon cas bien particulier, pas grand-chose, puisque j'ai à peu près toujours carte blanche quand je fais du dessin de presse. Donc voilà, je suis toujours dans la même situation. Si je faisais du dessin politique, là, ce serait différent. Effectivement. Mais là, je suis sur du dessin autour du monde du travail, donc c'est un petit peu politique, mais pas trop, donc je reste libre de toute façon. Et au-delà de la liberté, est-ce que le fait d'avoir un travail qui est suivi, ça tranche pas complètement avec le dessin de presse qui est consommé finalement en une fois, qui constitue en une planche la plupart du temps? Oui, alors après ça forme un livre, mais finalement c'est plein de petits dessins indépendants, un pour chaque mot. Donc ça reste un format très modulable. Moi, je me suis autant éclaté à faire les dessins qu'à écrire les textes. Ou je me suis plutôt autant éclaté à écrire les textes qu'à faire les dessins. Et c'est ce qui m'a plu dans cet exercice-là, c'est que je pouvais à la fois écrire et dessiner. Et les deux se répondent en plus souvent. Alors, votre ouvrage, il s'adresse autant aux salariés qu'aux dirigeants. Comment est-ce que réagissent les uns et les autres face à votre travail et à cet univers? Alors, à ma connaissance, ils aiment bien. C'est de l'humour qui concerne quand même surtout les gens qui travaillent dans des grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Moi, j'ai des gens des ministères, de l'éducation nationale, des armées même qui me disent « Ah oui, mais c'est trop ça ». Après, c'est plutôt les gens qui travaillent dans des petites boîtes qui vont pas trop s'y retrouver. Moi, ce que je décris, c'est le monde des grandes organisations avant tout. Et soyons clairs, hein, tout le monde s'y retrouve. Autant les salariés, les cadres intermédiaires que les dirigeants. Tout le monde perçoit bien finalement la même chose de ces grandes organisations et de leurs différents rouages. Alors, ce n'est pas votre premier ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos autres travaux? Alors, ce livre, il se place dans la continuité de plusieurs ouvrages qui sont la série des trous, Chief Bullshit Officer. Donc, il y a 3 tomes qui sont sortis. Donc, qui se passent tous avec les mêmes personnages, le même univers, dans la même entreprise, et qui sont par contre des ouvrages uniquement dessinés et en couleur. Donc on n'a que des dessins, il n'y a pas de texte par contre. Donc c'est la première fois que vous sollicitez le texte. Pourquoi Ouais. ce choix? Parce que j'avais envie de faire un dictionnaire et que j'avais envie d'écrire en fait tout simplement. Et je me suis vraiment éclaté à écrire. Alors, à côté de cette BD, on a un objet qui accompagne finalement l'ouvrage, qui est le Bullshit Tarot. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors celui-ci, je le présente généralement comme mon projet le plus what the fuck que j'ai jamais fait. J'avais envie depuis longtemps de faire un jeu autour de mon univers de Chief Bullshit Officer. Et en fait, l'idée est venue en conduisant en voiture de faire un tarot qui soit à la fois un tarot divinatoire, au sens tarot de Marseille où on tire les cartes comme une cartomancienne, une voyante, et un jeu de tarot tout simplement pour jouer au tarot, ce qui est un très bon jeu. Et donc je me suis amusé, j'ai passé tout un été à dessiner les cartes. J'ai dessiné toutes les cartes du jeu. Et puis, là aussi, à écrire
le livre d'interprétation des cartes, puisqu'il y a un petit livret d'interprétation qui va dire pour chaque carte, si vous avez tiré le 13, c'est la mort, ça veut dire ceci, ceci, cela, dans le monde de l'entreprise et en mode humoristique à nouveau. Et donc c'est pour ça qu'on l'a baptisé le nouvel outil d'aide à la décision, puisque maintenant, pour prendre une décision dans votre job, vous tirez une carte de tarot. Donc il nous faudra absolument ce tarot pour nous décider maintenant pour notre avenir professionnel, c'est ça? Tout à fait, c'est un objet indispensable. C'est indispensable. C'est utilisé par les plus grands leaders. Est-ce qu'on s'attache à certains personnages, puisqu'il y en a beaucoup qui reviennent? Est-ce que vous en avez des préférés ou des personnages qui sont un peu plus finalement des conventions qu'on est obligé de faire figurer dans le récit pour une raison ou pour une autre, exigence narrative par exemple? Alors, il y a je dirais qu'il y a le PDG, le directeur général de l'Éléphant, là, un peu vieux, un peu mégalo et complètement caractériel, qui est un petit peu conventionnel, effectivement. Il ressemble à une caricature de dirigeant. Et en même temps, c'est tellement difficile de passer à côté de cette caricature. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde, on va dire. Le personnage principal, c'est Léonce, qui est donc un cadre intermédiaire. Lui, il a une personnalité, il a un gros tas de défauts, mais il fait un petit peu de son mieux quand même, il essaie de mener sa petite vie là-dedans. Il n'a pas énormément d'aspérité, il n'est pas complètement caricatural en soi, donc je pense que c'est un bon personnage pour découvrir l'univers. Et après, il y a quelques personnages complètement caricaturaux. Je pense à la responsable cybersécurité, par exemple, X, qui passe son temps à mettre des mandales dans la gueule aux gens parce qu'ils ne respectent pas les protocoles de sécurité informatique. Et je sais que les gens qui bossent dans ce domaine de la sécurité informatique adorent ce personnage parce que pour eux, c'est une espèce de fantasme, en fait, de pouvoir enfin éclater la tête des gens qui ne respectent pas les règles sur leur clavier. Ça leur ferait beaucoup de bien, je pense. Alors, sur ce plateau, on a reçu Claire-Aidé Gamassou qui nous a parlé du management en série, donc le management représenté dans les séries. Et à la lecture de la BD, j'ai un petit peu pensé à The Office. La référence a été immédiate. Je ne sais pas si je suis tombé juste, mais en tout cas, on s'est posé la question de l'intérêt de la fiction dans le monde du travail. Selon vous, où est cet intérêt d'utiliser la fiction pour parler du monde du travail ? Alors là, j'ai un temps de réflexion. Généralement, dans la fiction, l'univers du travail sert juste de décor. C'est assez rare qu'il y ait, même dans The Office finalement, enfin c'est pas, même dans ce que je fais, on parle pas du fond. Et on parlera très rarement du fond. C'est plus un décor qui va servir pour poser les personnages et les faire interagir entre eux. C'est un univers qui est traité de manière plus approfondie. Alors moi, la fiction à laquelle je pense immédiatement, c'est un de mes grands maîtres, c'est Dilbert de Scott Adams, donc la BD Dilbert, où là il est hyper acerbe, il va vraiment tordre le cou à l'image d'Épinal du travail, mais alors c'est encore plus fort parce que c'est dans la culture américaine qui est, on va dire, sur un postulat plus, en tout cas en apparence, souvent plus premier degré que nous par rapport à cet univers du travail. Et là, par contre, lui, Scott Adams, avec Dilbert, lui, il va plus sur le fond. Mais si on prend l'inverse, Gaston Lagaffe en France, il est en permanence dans sa boîte, mais ça sert uniquement de décor. Donc je ne pense pas que l'univers du travail soit très très propice à la fiction. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Quelle est la prochaine BD? Est-ce qu'il y aura encore un Chief Bullshit Officer Oui, je prépare le tome 4, je prépare un autre bouquin aussi sur l'univers de l'informatique et du numérique. Et puis il y a plein d'autres projets en cours qui vont sortir un petit peu aussi de ce domaine professionnel pour aller plus tâter du côté personnel et ou historique, voire musical. Comment est-ce que votre choix se fait sur le prochain projet à évoquer? Là, vous me dites l'informatique. Quel intérêt il y aura, selon vous, à s'intéresser à ce domaine bien particulier et pour donner envie sympa aussi pour les informaticiens. à vos lecteurs l'occasion d'avoir l'eau à la bouche avant le prochain numéro?
Ah bah c'est parce que j'ai plein de trucs à raconter sur, sur les déboires de l'informatique, qui sont quand même les gens qui sont chargés de faire tourner cette espèce de grande machine qu'on appelle nos sociétés modernes, et de plus en plus, et qui sont dans les coulisses du monde. Donc oui, non, il y a plein de trucs à raconter pour eux. Il nous reste plus pour finir qu'à avoir vos conseils lecture. Est-ce qu'on peut avoir 3 conseils fixes? Oui, bah, je les ai déjà dit, hein, Scott Adams avec Dilbert, Gaston Lagaffe, et puis Chief Bullshit Officer, tome 1, 2 et 3. Hein. Ok, ça fait un peu plus que 3, mais on accepte quand même. Fix, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Donc Full Corporate Bullshit, grand dictionnaire illustré de l'entreprise, c'est déjà disponible, ainsi que le Bullshit Tarot. Voilà, l'indispensable pour prendre les décisions en entreprise et dans sa carrière. On a bien compris. C'est ça. Moi, je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Période d'essai.